GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Ouais, bière de la semaine, pas de bière de mon côté. Je suis désolé, c'est un peu la honte, mais je me fais un peu une dry week, donc du coup, ouais, je suis cette semaine à la Contrex, qui est une eau particulièrement riche en minéraux et qui va m'aider dans ma quête d'un corps un peu plus sain. Voilà. C'est important, c'est vrai que c'est important aussi de boire de l'eau. Je vous conseille très fortement. Et tu bois quoi toi, des vagues ? De boire de l'eau. Et alors moi, je suis parti sur une Corona, une bière un peu chill, hein, donc moi aussi je suis en quête de ressources avec une petite Corona pour le week-end. Excellent, très bien, bien. J'espère que tu as mis un petit citron dedans, sinon ça compte pas. Toujours. Bravo, super. Bon, bah il se passe plein de trucs dans le milieu des NFT, ça n'arrête pas, on est un bear market, mais un bear market hyper actif. Donc Devac, toi t'as noté beaucoup de choses pour cette semaine. Moi je vais principalement te parler des doodles après. Je sais pas par quoi tu veux commencer. On commence par les volumes déjà. J'ai l'impression qu'on a notre support en volume. Par rapport à la semaine dernière, on n'a pas trop bougé sur la semaine. Ouais, on a baissé il y a 2 mois à peu près, assez violemment. Et puis depuis, c'est toujours à peu près la même chose. Hein. C'est clairement ça. Sur le mois, moi je note que sur le mois de juin, quand même, en termes de volume en dollars sur les différentes plateformes, bah, on est à 700 millions de dollars qui ont été échangés en juin. Donc 700 millions par rapport à 2 milliards 6 le mois précédent en mai. Donc on a quand même une chute sur le mois de juin qui a été assez brutale en termes de volume, encore une fois, en dollars. Donc, sachant que l'Ethereum a bien baissé. Ouais. Voilà. Maintenant, en termes de nombre de NFT échangés, on a déjà parlé de l'épisode précédent, mais sur le mois de juin, en fait, on a un petit peu plus de NFT qui se sont échangés par rapport au mois de mai. Donc, effectivement, les volumes en dollars s'effondrent, mais le nombre de transactions stricto sensu est assez stable par rapport à avant, quoi. Ouais, c'est assez. Comme on le disait, je pense qu'on a atteint un peu le bottom et on range. Donc, je trouve que c'est assez positif là, le volume sur le mois de juin. Après, juillet, août, ça va être. Enfin, on sait pas trop, hein, parce que en fait, le boom du NFT, c'était vraiment l'année dernière septembre, août-septembre. Donc je pense que ça va être la première année, on va dire, complète. Et on verra justement les tendances d'été sur le volume. Mais ce qui c'est vraiment intéressant, c'est que l'Ether a chuté. Donc évidemment, en termes de dollars, il y a beaucoup moins de transactions. Simplement, les gens continuent à s'échanger autant d'NFT qu'avant. En fait, ça change pas. Les gens n'ont pas délaissé les plateformes NFT. Ouais. Et puis, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui attendent que l'Ether flanche sous les 1000 pour aller chercher des collections qui sont des blue chips, hein, et qui peuvent être plus accessibles potentiellement. Donc ça aussi, c'est intéressant pour les collections de NFT qui sont backées sur du Ether. C'est que tu peux te renforcer parce que le prix du NFT souvent ne change pas spécialement, ou en tout cas il va pas monter par rapport au prix de l'Ether qui va baisser. Donc finalement les blue chips vont... Je pense que tu vois... va falloir qu'on regarde de très près ce qui se passe le jour où l'Ether a fait son bottom très clair et que ça commence à remonter vraiment, quoi. Peut-être en 2023, peut-être un peu plus tard. Ouais. Voilà. Sinon, dans les whale tracking, donc c'est le site dont vous avez parlé la semaine dernière, donc c'est nftgo.io. Donc sur ce site-là, sur les 7 derniers jours, donc par rapport à la semaine dernière, on est encore sur du... Artblock. Et ouais, toujours pareil, hein, il est... Artblock numéro 1, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un safe haven, hein, pour les whales. Ouais, c'est les Chromie Squiggle. Chromie Squiggle, c'est le blue chip des OG du marché, quoi. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est, allez regarder les Chromie, comme du chrome avec IE à la fin, Squiggle, de la collection Artblocks. Et en gros, cette espèce de mouvement de vagues bizarres multicolores, c'est, je sais pas quelle analogie prendre. C'est la 4L du NFT, quoi. Ouais, c'est marrant, en fait, c'est de l'art. Hein, donc, j'avais vu une stat, je crois que c'était en 2010, quand il y a eu la crise, justement,
des subprimes, il y avait quand même pas mal d'investisseurs qui se sont retournés vers de l'art pour justement pas être très très impactés. Et apparemment, ça fonctionne très bien justement d'aller sur en fait sur du collectible. On a le même réflexe sur l'NFT où en bear market, quand ça va pas, les gens qui ont beaucoup d'Ether, on parle des baleines, reviennent vers l'art. Et sinon, il y a Otherdeed. Alors, il y a Wizard, je le connais pas ce projet. WZ. Ouais, j'ai vu passer ça rapidement. C'est un nouveau projet. Je sais pas exactement d'où il est sorti. J'ai pas trop non plus digué pour être honnête, mais il a mérite d'être présent et de proposer des designs assez sympas. Mais en tout cas, donc, dans les whales, tu vois qu'il y en a 11 qui en ont acheté 42 de ce Wizard. Donc, après, il y a Otherdeed. Et j'ai vu aussi Ethereum Name Service. Je voulais parler de ça aussi. Vas-y, si t'as 2 mots, vas-y. C'est cool. Est-ce que ENS, donc pour les gens qui sont pas forcément au courant de tout, Ethereum Naming Service, autrement dit ENS, ça vous permet de remplacer votre adresse Ethereum un peu bizarre avec plein de chiffres et plein de lettres, une espèce de code. Ça vous permet de la remplacer, enfin vous la remplacez pas vraiment, mais en vrai vous créez une autre adresse qui va substituer à l'ancienne. Mais c'est une adresse que vous pouvez customiser, donc vous pouvez acheter n'importe quel nom de domaine, un peu comme un nom de domaine internet au final. Donc vous pouvez acheter, toutes les terminaisons se finissent en .eth comme Ethereum. Et donc voilà, si moi je m'appelle Paul, je peux acheter, si je le souhaite, Paul.eth. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 mois à peu près, 3 mois, il y a eu une mode sur Twitter, une espèce de vague déferlante où les gens se sont mis à acheter massivement des noms de domaine ETH avec des chiffres dedans. Donc les noms de domaine où il y a 3 chiffres, donc par exemple 1, 2, 3.eth, aujourd'hui ça se trade à minimum 45 Ethers, une adresse en 3 chiffres. Et c'est surtout les adresses en 4 chiffres qui sont devenues populaires, parce que du coup il y en a 10 000, comme les collections de PFP à 10 000, enfin 9 999 pour être exact. Et du coup ça s'achète beaucoup, et ça se trade en ce moment un peu plus de 2 Ethers, donc c'est remonté récemment. Donc, je reviens à ce qu'on disait avant sur les Chromie Squiggle, j'ai l'impression que les domaines ENS à 4 chiffres vont devenir aussi une valeur un peu refuge, parce qu'on se dit que si jamais les NFT cartonnent un jour, eh ben, ce sera super intéressant de posséder une ENS à 4 chiffres. Les gens achètent beaucoup ça aussi parce que c'est universel. Tu peux être en Chine, tu peux être dans le monde arabe, tu peux être n'importe où, même quand c'est pas de l'alphabet latin, 4 chiffres, tu peux le comprendre n'importe où. Donc tu peux débouler dans un magasin au fin fond de je ne sais quel pays, et tu donnes ton adresse ETH en disant voilà, moi c'est 1234.eth, et peu importe la langue, peu importe l'endroit où tu te situes dans le monde, la personne va tout de suite comprendre et tout de suite pouvoir t'envoyer des Ethers sur ton adresse. Et donc les gens pensent que demain ça vaudra beaucoup d'argent d'avoir ce type d'adresse. Ok, c'est intéressant. T'as acheté, tu t'es pris un petit naming. Ouais, tu t'en es pris un. Ouais, je me suis positionné au début de la vague sur Twitter. Je me suis positionné sur un petit nom à 4 chiffres, ce qui est plutôt cool. J'avais failli le revendre au moment où le bear market a commencé à péter, et les ENS ont pété aussi, donc ça s'est descendu d'un coup. J'ai failli le revendre, je l'avais listé. D'accord. Au même prix que je l'avais acheté. D'accord, ok. Et du coup... et heureusement, il n'est pas parti. Et en fait, je l'ai toujours, et depuis, ça a monté. Et du coup, tu veux le garder ou c'est plus de l'investissement, et donc tu veux le garder pour... Ouais, j'ai paniqué. J'ai un peu paniqué au bear market, mais j'avoue que là, maintenant que tout va bien et que je suis positionné sur tous les trucs que j'aime bien, bon, moi, perso, ouais, je vais le garder. Ça peut toujours servir. C'est marrant. Donc c'est une identité, quoi. Ça permet de diversifier aussi, parce que c'est un truc, c'est ni de l'art, ni du collectible. C'est un truc un peu bizarre, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ok. On va voir sur comment ça va évoluer sur la semaine prochaine. Comme d'hab, pas du tout de conseil d'investissement ni quoi que ce soit, mais c'est intéressant de le voir remonter en ce moment, en fait, sur les whales. Ouais. Sinon, on va attaquer pas trop de choses, t'as pas autre chose à dire sur les volumes. Moi, je pense qu'on a tout fait. De toute façon, d'une semaine à une autre, il n'y a pas eu trop de changements, sachant qu'on est stable. Donc ouais, parfait. Donc sur les news de la semaine, je peux commencer par la première news, donc OpenSea et la brèche de data qu'il y a eu sur la semaine. En fait, ils ont eu un hack via leur provider de emailing, un peu comme Ledger. C'était pas un mail des Bored Ape. Alors en fait c'est vraiment toute la base la base OpenSea qui a été bréchée. Un peu ce que Ledger a subi
il y a un an, je crois, je sais pas si tu te souviens, en fait, leur provider de emailing, de CRM, a flanché, hein, et puis et finalement, les hackers, ils ont pu récupérer les adresses email des possesseurs de Ledger. En fait, là, c'était la même chose. C'est exactement la même chose avec OpenSea. Il y a 1,5 million adresses email qui ont été bréchées. Et en fait, ce qu'ils font, les utilisateurs, les pirates, les hackers, c'est qu'ils envoient justement des mails de phishing via l'adresse OpenSea à des users OpenSea. Et donc du coup, en fait, ce qu'ils disent, voilà, ça a été fait. Après, là, l'idée, c'est de se dire que c'est les users qui vont devoir se protéger. Donc il y a plusieurs, ils ont énoncé plusieurs moyens justement de se protéger. Donc déjà, vérifier l'adresse email d'OpenSea, parce que je crois qu'ils ont récupéré l'ownership. C'est ouf. Pas télécharger de contenu présent dans l'adresse email, ne pas partager la seed phrase ou le mot de passe, ne pas signer de transaction venant d'un email OpenSea, voilà, parce que maintenant les adresses email ont été bréchées, on sait pas trop comment les pirates peuvent utiliser cette base email pour aller justement faire du phishing. Hein. On peut jamais assez le répéter, mais vraiment, si vous avez des NFT ou des cryptos de valeur, on peut jamais assez vous répéter, stockez-les dans un wallet froid, un cold wallet. Vous prenez un ledger ou un trésor ou autre chose, vous stockez tout ça là-dedans, vous n'y touchez plus, vous le laissez dans un placard, vous ne touchez jamais à ça, quoi qu'il arrive. Vous créez, c'est gratuit en plus, vous créez ensuite un autre wallet, un wallet chaud, où dedans il n'y a rien à part un peu d'argent dessus pour faire vos transactions. Et c'est avec ce wallet et uniquement ce wallet que vous faites vos transactions au quotidien. L'autre, il reste au placard, il ne bouge pas. C'est le meilleur moyen pour vous protéger de tout ça et éviter de faire des bêtises. Et puis, plus globalement, ne cliquez sur aucun lien. Tapez vous-même OpenSea.io quand vous voulez acheter un truc. Allez sur Twitter, vérifiez tout avant de cliquer sur quoi que ce soit. En vrai, c'est important ce que tu dis, c'est de la culture un peu digitale. En fait, même dans le Web 2, on a les mêmes problèmes. Même des gens qui s'y connaissent, en fait, font après, c'est une inattention, ou même, il faut vraiment faire gaffe 3 fois à tout ce qu'on fait sur le Web 3. Ça existe déjà dans le Web 2, mais là, le Web 3, vu qu'il n'y a pas vraiment de sécurité, on peut se plaindre à personne parce que tout est décentralisé, et en fait, il y a des personnes qui ont perdu des Bored Ape qui valent 50 Ethers, 100 Ethers sur un clic, quoi. Donc faut se protéger, être un peu, vraiment faire gaffe à tout ce qu'on fait dès qu'on fait un clic et les sites sur lesquels on va, parce que c'est les pirates, les hackers, ils vont pas vous pardonner, ils vont pas nous pardonner. Voilà la petite news OpenSea. Très très joyeuse. Intéressant. Si tu veux, intéressant, mais ça nous rappelle qu'il faut faire. Pour enchaîner, si tu veux, sur tes news, doodles. Les doodles. Parce que moi, j'aime bien les doodles. J'aime bien les doodles parce que c'est une collection joyeuse, avec la joie de vivre et tout ça, quoi. Je suis moins bling bling, je suis plus effectivement le monde il est beau, le monde il est gentil. Je pense que donc du coup, les doodles, t'as envie que ton enfant porte un petit sac doodle dans quelques années. Ouais, voilà. Ouais, carrément. Ce serait trop chou. Donc les doodles, en vrai, c'est intéressant parce que comme ça a l'air assez naïf et enfantin, mais derrière, à chaque fois qu'ils pondent un nouveau truc, derrière c'est solide et il n'y a jamais de couac. Ils n'ont pas encore connu de gros couac chez Doodle. Donc là, ils ont lancé la Genesis Box. Donc leur collection à la base, ce sont 10 000 personnages comme toutes les collections. Simplement là, avec la Genesis Box, vous allez pouvoir les habiller. Et donc il y aura une deuxième collection qui va sortir. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais en gros il y aura des millions de doodles qui seront disponibles. Ce sera sur une autre chain que Ethereum. Et l'idée c'est que n'importe qui puisse l'acheter, donc avec des prix défiant toute concurrence évidemment. Ils n'ont pas annoncé la chain. Genesis Box, ils n'ont pas encore annoncé la chain, ils n'ont pas encore annoncé la date, ils n'ont rien annoncé pour l'instant à part. Il y a les Doodles 2 qui arrivent, il y en aura des millions, ce ne sera pas sur Ethereum. Ok. Et donc là ils ont sorti la Genesis Box qui consiste en fait, dans la Genesis Box vous avez des vêtements et des accessoires qui pourront justement venir customiser votre Doodles 2. Donc ça a vocation d'être dispo pour les Doodles 2 et justement ils ont dit que aujourd'hui ils ont fait la vente sur Ethereum, mais en fait à terme la Genesis Box elle va migrer sur l'autre chain le jour où elle sera annoncée. Okay. Donc en fait elle n'a pas vocation à rester sur Ethereum, même si aujourd'hui pour la lancer ils ont utilisé Ethereum. J'imagine que c'était pour aller plus vite.
Et donc j'en vois un point super intéressant, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils appellent une bucket auction. J'avais jamais entendu parler de ça. Je sais pas s'ils ont créé eux-mêmes le mot ou si ça existait déjà. J'imagine que ça devait déjà exister. Donc la bucket auction, c'est quoi? C'est pendant 24 heures, il y a la vente qui se passe. Il y a 24 000 pièces, donc il y a un nombre limité et fixé à l'avance de Genesis Box. Et donc on peut venir sur le site et placer l'enchère qu'on veut. Donc si tu veux, tu peux placer une enchère à 0,01 Ether, tu peux placer une enchère à 1 Ether, tu peux mettre une enchère à 100 Ether. En fait, l'enchère, tu mets l'argent que tu es prêt à investir dans cette collection de Genesis Box, point barre. Voilà. Ok. C'est tout. Donc pendant 24 heures, les gens font ça. Et donc au bout de 24 heures, ce qui se passe, c'est que la team Doodle se retrouve avec un nombre d'Ethers qui ont été pariés sur la Genesis Box. Donc admettons que pour 24 000 pièces, il y a eu 24 000 Ethers de pariés pendant les 24 heures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, à la fin de l'auction, l'équipe Doodle va dire voilà, 24 000 pièces, 24 000 Ethers de bidé, ça fait quoi? Ça fait que la pièce, elle vaut 1 Ether. D'accord. Voilà, elle vaut 1 Ether. Et donc tous ceux qui ont bidé 1 Ether se retrouvent avec une pièce Genesis Box. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un algorithme qui calcule tout ça évidemment pour faire en sorte que tout soit bon. Mais si tu as bidé 0,5 Ether, tu n'as pas accès à la Genesis Box, mais Doodle te rembourse tes 0,5 Ether si tu n'as pas réussi à atteindre le prix. A l'inverse, si jamais tu as bidé par exemple 2 Ethers, tu te retrouves avec 2 Genesis Box. Si tu as investi 2,5 Ether, tu te retrouves avec 2 Genesis Box et on te rembourse 0,5 Ether. Ok. Et il y a un maximum? Tu vois le système, il est marrant. Il y a un maximum de... Non. Ok. Non. Je crois que le plus gros, ça doit être Pranksy. Pranksy, il a investi dans les 400 Ethers dans le truc, je crois. Il a dû recevoir dans les 1000 box. Parce que la box, elle était à 0,5 Ether. Du coup, la vente, elle a eu lieu comme ça pendant 24 heures. 0 gasoir. C'est trop cool. Ouais. Parce que du coup, comme tu as tout le temps pour faire ta mise et qu'il n'y a pas de pression, rien se passe à ce niveau-là. Le prix qui a été atteint au final était à 0,51 Ether pour une Genesis Box, ce qui rendait le truc le moins cher de la collection Doodle. Et ce qui est super intéressant en fin de compte, c'est que quand Tiffy réfléchit bien, ce système, c'est une sorte de secondary market qui se fait avant même le secondary market. C'est-à-dire que Doodle a décidé de laisser les parieurs eux-mêmes entre eux pendant 24 heures décider de quel devrait être le fair price de la Genesis Box. Et du coup, ce qui se passe sur OpenSea dans le secondary, c'est que le prix a quasiment pas bougé. Il est monté à 0,52 au début. Après là, il est descendu à 0,48. Parfois, il remonte un petit peu, mais il a jamais fait des x2 ou divisé par 2 ou des trucs comme ça, quoi. Donc c'est intéressant parce que ça permet en fait de laisser le marché fixer librement le prix de la collection avant d'atteindre le secondary market, en évitant tous les frais de gaz. Il faudrait que je retrouve les tweets, je vais vous retrouver ça rapidement. Mais je crois qu'en tout et pour tout, il y a eu, je crois, 24 Ethers de frais de gaz dépensés pour une collection de 24 000 pièces. Ce qui est juste 23. 23 Ethers. Ce qui est génial, parce que quand on voit les gros problèmes de frais de gaz qu'il y a eu sur les précédentes, je crois qu'avec la collection Other Deeds de nos amis des Bored Ape, je crois qu'il y a eu l'équivalent de plusieurs dizaines de millions de frais de gaz jetés à la poubelle pour rien. Ouais. Là, on est à 23 000 balles. Mais ils l'ont complètement foiré. Ils l'ont complètement foiré, le lancement. Ils ont même fait un statement. En fait, oui, et ça qui est intéressant, c'est que comment dire, Doodle ont cette image naïve, enfantine, etc. Mais derrière, en fait, quand ils pondent une collection de 24 000 pièces et ils la vendent en 24 heures, ça se passe techniquement parlant, ça se passe beaucoup mieux qu'avec d'autres qui font un peu plus les malins. Désolé pour les Bored Ape, hein, je trash un petit peu. Et j'aime beaucoup aussi cette collection, il y a vraiment pas de rat là-dessus. Mais simplement, voilà, je me souviens très bien des tweets de l'équipe Bored Ape avant leur vente Other Deeds en disant ouais, c'est génial, on a trouvé un système, ça va éviter tous les robots et tous les frais de gaz, ça va être la meilleure drop de la Terre. Et 24 heures plus tard, oh là là, catastrophe absolue. Donc Doodle, eux, ils se la pètent jamais, mais au moins quand ils font un truc, pour l'instant, il n'y a pas eu de... J'ai vu que là, il est à 0,45, donc ouais, comme tu disais, le prix, il n'a pas trop bougé. Encore accessible pour des personnes qui n'ont pas été...
Donc évidemment, les fanboys de Doodle sur Twitter, ils vont à cœur joie en disant que ça va créer un nouveau standard et qu'à présent, tous les trucs vont se jouer en bucket auction. Mais c'est sûr qu'on en verra des bucket auction parce que le truc était tellement smooth. Et donc, il n'y a pas de reveal encore. Hein. Tu as un peu de news sur la roadmap, etc. Non, pas de nouvelles news sur la roadmap. Simplement voilà, ils avancent pas à pas, tranquillement. Okay. Ouais, c'est vrai ils le font tranquille. Et j'avais entendu parler de la collection de 1 million. C'est prévu pour quand ça va être vraiment après? Pas de date encore. Pas de date prévue, j'imagine 2022. Ouais. C'est pas 1 million, c'est beaucoup. Plusieurs millions, parce qu'en fait ils expliquent que voilà, la première collection c'était plusieurs milliers, la prochaine ce sera plusieurs millions. Maintenant voilà, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a 3 phases dans leur développement chez Doodle. La première a déjà été faite, c'est-à-dire avoir une collection blue chip NFT. La deuxième phase, c'est d'onboarder des millions de personnes. En gros, ils veulent faire comme NBA Top Shot. Ils veulent onboarder n'importe quelle personne dans cet univers des Doodles, ce qui va pas être évident, parce que quand tu t'appelles NBA, tu t'appelles NBA, donc tu as déjà des millions de fans de base. Quand tu t'appelles Doodle, il y en a beaucoup moins. Donc il va falloir qu'ils onboardent d'autres gens comme Pharrell Williams justement pour onboarder les prochains millions de fans de Doodle. Quoi. Cool. Et en fait la troisième phase derrière, ce sera de créer vraiment un nouveau Disney. Quoi. Okay. Ils en sont à penser à ce truc là. Quoi. Un gros écosystème Doodle, c'est hyper intéressant ce qu'ils font là. Ouais, c'est cool. Et le prix de Doodles, ils arrivent à produire, ils arrivent à exécuter, et le prix il continue de bien. C'est assez stable. Les collections qui ressemblent à Doodle, donc je mettrai dedans les Clonex de Artefact, les Azuki, ils sont assez stables depuis plusieurs semaines maintenant, entre 10 et 15 pour être large. Cool. Il y a les Moonbird en vente qui commencent à exploser. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas des infos alpha et s'il ne va pas y avoir une news bientôt, parce que là ils sont passés de 15 à 25 en une semaine. Et c'est ce genre de truc, quand tu vois ça, en général, quelques jours plus tard, il y a une news qui tombe et en fait, les gens, certains avaient déjà la news et du coup, ont commencé à acheter. C'est pas top ça. Mais bon, je pense qu'il faut aller regarder les côtés Kevin Rose. Si il a pas annoncé des news. J'ai peut-être raté un truc, je sais pas. Ok, cool. Bah merci, intéressant, Doodles. On passe de rien. On passe à la suite. Timbaland. Donc Timbaland, il a acheté un Bored Ape il y a quelques mois, qu'il a appelé Congo, et du coup il a donné un nom à son Bored Ape. Il était au Hypefest ou pas? Je crois qu'il était au Hypefest. Il a fait un concert au Hypefest. Au Hypefest, ouais. C'est ouf parce que c'est le mec. Après, ça dépend des générations, hein, mais moi, quand j'étais ado, c'était équivalent de Kanye West aujourd'hui, quoi. C'était le plus gros, quoi. Il était partout. Sur tous les sons, toutes les stars. Il est encore producteur, hein, donc on le voit pas spécialement front dans les clips, mais il travaille dans l'ombre. Et en fait, il travaille dans l'ombre, mais il est aussi pas mal impliqué dans le Web3, notamment dans l'NFT. Et donc du coup, comme pas mal de rappeurs, comme pas mal même de musiciens globalement, intéressés par l'écosystème Bored Ape, lui, il avait acheté justement son singe il y a quelques mois. Et en fait, il a envie d'aller un peu plus loin sur son projet Bored Ape. En fait, il veut vraiment merger Congo, donc son Bored Ape, avec son écosystème musique. Parce que, en fait, ce qui est intéressant avec Bored Ape et ce qu'ils ont fait, Yuga Lab, un peu révolutionnaire, c'est que en fait, ils rétrocèdent l'IP, la droit de propriété intellectuelle, à l'owner en fait du NFT. Donc il a bien compris, Timbaland, et en fait ce qu'il veut en faire, c'est un personnage dans son écosystème à lui. Donc en fait ça va être un doppelganger, en fait ça va être un double de lui dans le métaverse, qu'il est en train de dessiner, et il a sorti un clip qui est live depuis le 30 juin. Ça a été droppé sur la plateforme glass.xyz. Et en fait, il a droppé donc, le clip sur cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme Web 3.0 où on peut connecter pareil notre MetaMask, notre wallet. Ouais. Et en fait, toutes les personnes qui auraient vu la vidéo jusqu'au bout, ils droppent la version MP3 en NFT. Donc, tu peux traquer, en fait, via ton wallet, tu peux traquer justement la consommation de le completion rate, le taux de complétion de ta vidéo, et en fait derrière lui drop la version MP3
aux personnes qui ont vu la vidéo. Donc t'as plein de versions MP3 qui vont être droppées, quoi. Tu vas en avoir des milliers et des milliers. Exactement. Et il a droppé en plus une collection NFT d'une centaine de pièces le même jour. En fait, il est en train de révolutionner un peu la pop culture parce qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes qui sont intéressés par cette industrie. Et là, il arrive sur encore une fois, de merger un peu l'écosystème musique avec son Congo, quoi, son NFT. Donc assez intéressant. Bah écoute, pour aller plus loin et pour rêvasser un petit peu, on a vu un clip de Snoop Dogg avec Eminem et leur Apes. On pourrait voir un jour un méga clip avec plein de stars et en fait chacune leur avatar NFT. Pas forcément à chaque fois que la même collection dans le clip, mais tu pourrais imaginer demain tu vois un clip avec à la fois un Doodle, un Azuki, un Ape, un Cryptodes, un Deadfellas, etc. Et faire une espèce de groupe avec ce genre de truc. Ça, ce serait vraiment ouf parce que ça permettrait en plus aux fans en fait de venir investir tel ou tel artiste en investissant dans telle ou telle collection si jamais c'est une collection qui est raccord par rapport à ses valeurs, ce qu'il représente, etc. Mais c'est sûr qu'on verra ça à terme et que là ça pourra que encore aider à vulgariser nos sujets. Moi, je pense que c'est sûr que ça va arriver. On est vraiment qu'au début. J'ai entendu parler même du news comme quoi Deadfellas était en train de signer avec des labels aux US. Donc, enfin, vraiment, on est vraiment qu'au début. Aucun doute. Deadfellas, j'aime bien. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, j'aime bien aussi. Enfin, j'aime bien le founder. C'est une fille d'ailleurs. Ouais, c'est une fille. Je l'ai entendu dans plusieurs... Betty, ouais. Je l'ai entendu dans plein de talks. Franchement, elle est hyper smart. Elle a une vision qui est intéressante sur le projet. Et c'est pour ça que ça pète pas, quoi. C'est stable, c'est solide encore, quoi. Ouais, c'est solide, mais par rapport à d'autres collections, c'est ouf, comme c'est quand même relativement bon marché. Ouais, exact. Pour une collection aussi iconique, c'est vrai que c'est assez bluffant. Bref, on a fait une petite parenthèse, mais... On enchaîne ? Ouais. Écosystème Binance ? L'écosystème Binance, mais eux, c'est des oufs, en fait. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, j'arrive plus à suivre. Hein. Encore une fois, c'est un truc où t'as mieux suivi que moi. Hein. Mais pareil, on est en bear market, il s'est jamais autant passé de trucs, quoi. Ouais, Binance, on avait dit la semaine dernière, je crois que oui, on l'avait dit la semaine dernière, le contrat avec Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Il y a eu un peu de news sur le fond du contrat. J'ai pas encore regardé. Cristiano a annoncé justement le fond du contrat. Je crois qu'il y a une collection NFT, etc. J'ai pas tout lu encore, mais je pense que ça va être assez intéressant d'aborder beaucoup de personnes parce que c'est donc pour vous dire, on est deux mecs et on est passionnés par ça et on regarde tous les jours ce qui se passe dans les NFT et pourtant, on n'a pas le temps de tout suivre. Et pourtant, on n'arrive pas à tout savoir, quoi. Ouais, et Binance, ils ont fait un autre coup, c'est qu'ils ont onboardé en tant qu'ambassadeur Kaby Lane. Donc, Kaby Lane, c'est cette personne qu'on a dû croiser pendant le confinement. Il a une histoire qui est assez belle quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est c'est ouf. C'est le TikToker le plus suivi. Je crois qu'il est passé deuxième. Il a 140 millions de followers. Mais il est passé premier. Ouais. Il est passé premier. Voilà, il est en train de bouger entre premier et deuxième. En tout cas, il est juste hyper. En fait, il est partout, quoi. En ce moment, il est vraiment partout, quoi. Il fait des signatures avec Boss. Et donc le projet Binance, c'est intéressant, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent utiliser ce personnage comme ambassadeur pour éduquer les newbies à rentrer dans le... Et donc du coup pour montrer que c'est facile en fait grâce à Binance Academy. Donc il va faire des vidéos sur TikTok. Exactement. Donc il y a eu une vidéo qui a commencé à tourner où donc je vous conseille d'aller regarder. Il y a une fille, dans la vidéo concrètement le pitch en 30 secondes, il y a une fille qui essaie d'apprendre le Web 3. En fait elle tape sur Google qu'est-ce que le Web 3, je crois qu'elle tape quelque chose comme ça sur Google. Et puis en fait elle comprend pas, elle commence à se prendre la tête, etc. Et en fait du coup Kaby Lane arrive en super héros en fait avec un B sur son torse et il lui montre Binance, le site Binance pour apprendre qu'est-ce que c'est le Web3. Enfin du coup c'est un peu ça la chute. Et donc du coup c'est la première vidéo d'une série de plusieurs qui vont produire, co-signé avec, co-créé et co-écrit avec Binance pour onboarder plein de gens sur le Web3. Donc on connaît pas tout le
le fond du contrat, encore une fois, économique, etc. etc. Mais en tout cas, c'est un gros coup, hein, c'est un gros coup de Binance pour aller chercher, onboarder plus de personnes. En fait, c'est un peu ça qu'on a besoin aussi dans l'écosystème Web3, enfin crypto même, hein, globalement, plus large. Oui. Éduquer. Et donc Binance le fait très bien. Hein. Et puis ça, c'est la première news. La deuxième, j'ai vu qu'ils avaient... qu'est-ce qu'ils ont fait j'ai plus en tête. Je sais pas. Je sais plus. Ils font plein de choses. Je sais plus. Ils font plein de choses. Ah oui, non, j'avais entendu qu'ils étaient en train de discuter avec une 50aine de boîtes crypto exchange pour du rachat. Donc en ce moment, il y a un gros bear market en fait. Et je sais pas si t'as vu, il y a FTX qui va racheter BlockFi. Voilà, en fait, Robinhood aussi. Robinhood, il y a eu une discussion apparemment, c'était un peu un fake, mais en gros, les boîtes qui se sont backées sur du fiat versus sur de la crypto, ils sont encore en train de survivre. Donc les Binance, les FTX, etc. Et toutes les boîtes qui se sont positionnées, qui ont mis leur balance sheet en crypto, en Bitcoin, elles se cassent la gueule vraiment. Et donc du coup, c'est un peu ils rachètent, hein. En fait ils consolident. Donc ils ont Binance en train de parler avec plein de boîtes dans la crypto Web3 pour du rachat, pour de la consolidation. Donc voilà, en fait ils ont pas trop divulgué, il y a juste eu cette news là comme quoi ils sont en train de discuter. On est sur un marché en train de se créer. Ouais. C'est ouf. On a parlé rapidement de notre ami Kaby Lane. On peut parler aussi de Mbappé. Ouais, vas-y. Mbappé, je présente pas, qui a annoncé un partenariat exclusif avec Sorare. Je sais pas si on dit Sorare d'ailleurs ou Sorare. Moi je dis Sorare, mais il faudrait peut-être écouter le. Mais souvent le les gens qui j'en parle me disent Sorare. Ouais, je sais pas trop. Bon bref. Sorare, du coup. La licorne française. La licorne française des NFT, donc une plateforme où tu trades des cartes à jouer de footballeurs et où tu peux jouer. En fait, c'est un jeu aussi. Donc Mbappé qui est sponsor. J'ai vu que visiblement dans le monde du foot, ça a fait pas mal de bruit parce que Mbappé était assez vocal contre les outils de paris sportifs. Ah ouais. Et donc pas mal l'ont accusé en fait de maintenant avoir retourné un peu sa veste et de bosser pour une boîte pas stricto sensu de paris sportifs, mais quand même un truc où on joue de l'argent, quoi, en gros. Ouais. Je peux comprendre le point parce qu'effectivement beaucoup disaient mais non, ça n'a rien à voir, ils comprennent pas, c'est un jeu, c'est de la collection, etc. Oui, mais derrière c'est quand même un jeu c'est quand même quelque chose où tu places de l'argent, quoi, en gros, c'est un truc financier. Mais bon, c'est quand même chouette parce que la semaine dernière on a parlé de Cristiano Ronaldo, de Eminem, de Snoop Dogg et de Pharrell Williams. Cette semaine on parle de Timbaland, de Mbappé et de Kaby Lame. Je vois encore des médias mainstream qui parlent de NFT en disant que c'est la mascarade du siècle. Enfin, je veux bien qu'on puisse dire qu'effectivement on puisse douter des NFT et bien sûr, enfin il y a plein de trucs bizarres, même les gros projets parfois tu peux te dire mais ça veut dire quoi, bien sûr que ça peut tout redescendre à zéro et que tout peut s'écrouler, bien sûr. De là à dire qu'on est sur une énorme arnaque organisée quand tu vois autant de noms importants et d'entreprises importantes comme Nike qui ont racheté des trucs, comme Adidas qui y vont, comme Gucci. Enfin là c'est un raz-de-marée en fait. Au-delà des projets qui commencent à émerger, c'est vraiment la technologie qui est intéressante et qui restera dans tous les cas, même si 99% des, comme dirait Gary Vee, 99,9% des projets qu'on voit aujourd'hui vont complètement se noyer dans les prochaines années à venir, peut-être, mais la technologie restera là, et en fait c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, pour parler de Sorare, il a Mbappé, donc enfin il vient de signer avec Mbappé, mais avant il y a Griezmann qui est rentré dans le capital. Il avait déjà investi dans le capital, il faisait partie des premiers investisseurs, donc il y a plusieurs footballeurs, et je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais je n'ai plus en tête, ou peut-être que ça n'a pas été disclosed, mais voilà, il y a plusieurs sportifs internationaux qui sont déjà rentrés dans le capital de Sorare, et forcément, enfin, en même temps, c'est vraiment le numéro 1 dans ce qu'ils font. C'est vraiment, ils ont une technologie qui peut être scalée sur plein d'industries différentes. Et Mbappé, il l'a bien compris. Et je pense que l'arrivée d'Mbappé, ça va encore une fois, ça va kickstart encore plus. Et on aura encore plus de monde. Surtout que Sorare, c'est une des plateformes qui on n'a pas l'impression d'être sur une plateforme Web3, parce qu'il n'y a pas de wallet,
Il n'y a pas de crypto, il n'y a rien, c'est juste tu signes avec ta CB. Et... T'enlèves toutes les frictions en fait. Exactement, comme Vivi pour le monde du NFT Collectibles. Donc, c'est ça dont je pense qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment d'enlever toute cette barrière technique. Et Sora l'a bien fait, Mbappé, et puis tous les mecs qui backent cette boîte ont bien compris. Je pense que ça va arriver. Hein. Le mainstream, on va y arriver grâce à ça, enfin, c'est sûr. Hein. Bah, tu dois avoir ces genres de discussions, mais de plus en plus, je vois des gens qui bossent pas du tout dans la techno, dans le digital, et qui viennent me dire ouais, parce que mon MetaMask, blablabla, et en fait, les mecs savent déjà ce que c'est, ils savent déjà comment ça marche, etc. Pourquoi ? Parce que t'as Mbappé qui dit bah tiens, moi je back ce truc, et forcément, même si tu connais rien, tu dis bah tiens, si Mbappé signe, je vais peut-être voir faire un petit tour sur le site pour voir comment ça marche et m'y mettre, quoi. Si mes copains s'y mettent aussi, on va jouer ensemble, quoi. Ouais, on a besoin de ça, hein, je pense, et je pense que ça. Ouais. Mais ça s'accélère beaucoup, hein, là, sur les 2 derniers mois. Enfin, même, je dirais, sur le dernier mois. Ouais, tous les gros qui signent. Et en vrai, pendant le bear market, hein, les gens, ils ont pas tort. Hein, les mecs qui en disent fait, que là, tout se construit. On va arriver à un moment, parmi les grosses superstars dans tous les domaines, où ça va être plus difficile de trouver des superstars qui se sont pas encore mis au crypto et au NFT que de trouver des superstars dans tous les domaines qui s'y sont mis, en fait. Mais si tu regardes, il y a Matt Damon dans le cinéma côté crypto.com, Tim Holland dans la musique. Enfin, tu peux me citer n'importe quel maintenant domaine de l'entertainment, et la plupart des plus gros maintenant ont forcément à un moment donné ou à un autre évoqué les NFT. Tu m'as envoyé une photo là de notre ami Kanye West avec Murakami. Ouais. C'est ouf. Alors que Kanye West disait que... Même lui qui disait non. Les NFT, laissez-moi construire mes trucs, j'y crois pas, etc. Enfin, il a... Voilà. Ouais, mais dans son papier, il y avait marqué « Appelez-moi plus tard ». Il n'y avait pas marqué « Non, jamais de la vie, c'est mort, au revoir, ne m'appelez pas ». Il y avait marqué « Rappelez-moi plus tard ». C'est arrivé très tôt. Beaucoup l'ont vu comme un signe qu'il va y aller. Ouais, et effectivement, il va y aller là. Ah, c'était sûr. Mais il a déjà... D'ailleurs, en parlant de Kanye West, juste une petite parenthèse, il a déjà déposé des copyrights aux États-Unis sur, je crois, une dizaine de projets liés au Web3. Et ça a été annoncé. Mais tu sais quoi, on va lancer un nouveau jeu télévisé d'Evac qui va s'appeler Donne-moi une star. Et en fait, c'est des gens qui vont donner des stars au pif, et on va voir s'ils sont déjà impliqués dans les NFT ou pas. Et je suis sûr que dans un peu plus de la moitié des cas maintenant, en nous citant des stars au pif, on va peut-être trouver un NFT. Non, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. Voilà. On parle de méta ? Méta, c'est parti, méta. Non, on reste encore sur du mainstream. Hein. Donc, méta, je pense que... On les aime bien ou pas, méta ? Moi, je les aime bien. Je les aime bien parce que c'est, encore une fois, ça va être la boîte qui va faire se faire trasher par les OG de ouf. Ouais, peut-être. Après, moi j'aime bien pour ce qu'ils vont faire, en fait. Après, je j'investirai jamais dans les projets qu'ils vont lancer, vu le positionnement qu'ils ont. Enfin, on en parlera juste après. Moi aussi, je pourrais. Mais, juste, c'est la boîte qui va aider à adopter, pour l'adoption de masse, quoi. Donc, mais oui, ils ont plusieurs milliards de personnes sur la plateforme. Donc, en fait, ils avaient annoncé, donc Meta, donc c'est la maison mère de Facebook, Insta, WhatsApp, blablabla. Ils avaient annoncé SXSW en mars 2022 qu'il y aurait une plateforme marketplace NFT sur Instagram. Donc ça, c'était la première grosse bombe. Qui est arrivé, donc c'était pendant vraiment le pic, hein. C'était le bull market NFT. Donc Mark Zuckerberg avait annoncé ça. Ouais. En mai, il a rapidement, parce qu'il a annoncé, mais 2 mois, 3 mois après, il a commencé à faire les premiers tests de l'intégration de du NFT sur Instagram. Et ils l'ont fait avec un échantillon. La news, c'est pas trop propagé parce qu'il l'a testé avec un échantillon d'utilisateurs, comme ce qu'ils font toujours dans les boîtes un peu tech. Donc ils vont prendre un échantillon, ils vont tester justement l'intégration, voir les retours qu'ils ont par rapport à l'intégration qu'ils ont. Et à ce moment-là, il avait aussi annoncé qu'il allait scaler, donc le répliquer sur Facebook aussi, donc pas que Instagram, parce que là on parlait vraiment qu'Instagram, et là en fait il veut aussi l'intégrer sur Facebook. En juin, il annonce dans sa roadmap comment justement Insta, Facebook, les créateurs justement de ces 2 plateformes-là vont construire pour le métaverse, parce que c'est vraiment le projet, le end goal qu'ils ont, le métaverse. Et justement comment les créateurs de ces plateformes-là vont pouvoir monétiser justement leurs posts grâce aux NFT. Donc ça, c'était un peu le framework qu'ils avaient commencé à mettre en place sur le monde du NFT, les créateurs,
on va dire l'économie derrière tout ça, pour justement inciter les créateurs à s'intéresser au projet. Et donc les dernières news récentes en juin, donc c'était fin juin, ils ont annoncé pas mal de choses. Donc en fait là, si je les liste un par un, il y a étendre le test NFT à beaucoup plus d'utilisateurs, donc ils passent d'un petit échantillon, j'ai pas les chiffres vraiment, ils passent d'un petit échantillon à beaucoup plus, un truc un peu plus sizable, sur Insta, sur FB, sur Facebook, et ça va être que aux US encore une fois pour l'instant. Donc voilà, ils vont l'étendre un peu plus aux US. Si les tests sont concluants, ils vont faire un rollout justement cross-platform sur Facebook en même temps que toute la plateforme, quoi. Okay. Exactement. Ouais. Et on verra de plus en plus de tests justement sur nos feeds Facebook et Insta, parce que justement en fait on va avoir de plus en plus de créateurs qui vont commencer à mettre leur NFT sur leur plateforme. Donc nous sur le feed on le verra comme ce qu'on voit aujourd'hui à date. On voit des Reels sur le feed Instagram. On voit aussi des Reels aujourd'hui sur le feed Facebook, parce qu'ils essayent de faire un rollout de la technologie, ou en tout cas de la feature Reels. Mais en fait, ils vont faire pareil pour les NFT. Donc, on le verra sur notre feed petit à petit. Ils ont aussi une plateforme qui s'appelle Spark AR. Donc, c'est pour créer justement des filtres réalité augmentée. Donc, ça, c'est une boîte qu'ils avaient rachetée. Et en fait, ils vont l'utiliser justement, cette plateforme-là aussi, pour créer des NFT et l'intégrer aux stories NFT. Donc, tu vois, ils vont aller un peu plus loin sur comment justement ça va se manifester. Donc ça va être potentiellement on va dire une autre façon créative de créer des NFT, donc utiliser des filtres AR, donc faire des trucs un peu en 3D, etc. etc. Donc ça va être intégré aux stories. Et voilà, donc encore une fois, toujours dans l'optique d'avoir une technologie cross-platform, Facebook, Insta, et les différents formats que vous peut créer, les posts, les stories, etc. etc. et monétiser les audiences Facebook et Insta. Donc c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus sur Facebook, en fait ils seront pas délaissés, ça sera pas que Instagram. Et en fait il y aura aussi en parallèle, il y aura aussi ce qu'ils appellent une creator marketplace sur Instagram, et en fait ça va être un lieu où les acheteurs vont pouvoir donc les acheteurs, donc les collecteurs vont pouvoir voir via d'un seul coup d'œil tous les créateurs, et donc du coup c'est une marketplace qui va pouvoir mettre en relation acheteurs, collecteurs et créateurs pour faire des échanges, et les marques vont pouvoir être intégrées aussi là-dessus, en tout cas peuvent être visibles pour faire des partenariats, parce que du coup les marques peuvent aussi s'associer à des créateurs pour faire des partenariats NFT, etc., etc. Donc il y aura vraiment une section créateur marketplace, ils appellent ça, comme la marketplace classique e-commerce qu'ils ont aujourd'hui. En fait il y en aura une nouvelle pour les NFT. Donc juste pour ça c'est le gros, ça c'est vraiment l'idée globale de ce qu'ils sont en train de produire. Là ça s'accélère assez vite, parce que on passe de mars où ils annoncent que le NFT sera intégré à Facebook, on arrive déjà à juin, début juillet, où il y a déjà des tests qui ont été mis en place à grande échelle, une vraie stratégie, une vraie roadmap. Il n'y a pas vraiment de timeline, en tout cas je pense qu'ils font les tests en interne, mais il n'y a pas de timeline. Voilà. On voit vraiment que l'intégration de Facebook, en tout cas l'onboarding justement de Facebook, Meta globalement, dans le NFT ou dans le Web3 versus Twitter, il y a un vrai goal commerce derrière en fait, versus identité digitale que Twitter va annoncer, etc., etc. De toute façon, ils sentent très bien que ça peut être une menace si jamais ils n'y vont pas, évidemment, parce que quand tu parles de ownership digital à des créateurs, que ce soit des musiciens, des vidéastes ou évidemment des influenceurs, oui, ça peut clairement les aider à changer de plateforme. Donc Instagram, à mon avis, leur objectif premier, c'est d'éviter qu'il y ait une autre plateforme qui se crée NFT friendly à leur place et qui viennent sucer, en fait, entre guillemets, le contenu de leurs influenceurs qui sont si précieux pour la plateforme. Clairement. Là, ils se positionnent comme un concurrent d'OpenSea, clairement. Sauf que ce qu'ils avaient annoncé en avril, c'est que les fees sont de 47,5% sur leur plateforme versus un OpenSea de 2,5. Donc tout le monde est tombé dessus, mais oui, évidemment, c'est délirant comme niveau de fee. Simplement. Ils ont la masse d'utilisateurs. Si c'est 3 clics pour créer un NFT. Et puis ils peuvent revenir en arrière aussi. On a un truc de mon doigt, ils font passer ça à 10% et puis il n'y a plus de débat. Et puis voilà. Par contre, ils ont annoncé les fees de 47,5, mais ça sera intégré qu'en 2024. Ils vont laisser 2 ans
un an et demi, 2 ans, Ah oui, aux créateurs pour, tu sais, toujours comme d'hab, hein, oui, c'est des techniques des grandes plateformes, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit, et à partir du moment où c'est que par des études clients, etc., on est sûr à 100% que on en te facture. mettant une petite coquille, tu continueras à rester sur notre plateforme, paf. C'est comme YouTube, hein, où maintenant tu as 2 Ouais. pré-rolls quasiment Ouais, c'est ça. systématiquement, alors qu'au début, il n'y en avait pas. C'est ça. Ouais. C'est la phase d'onboarding, Ben, en fait. Intéressant, ouais. en vrai. C'est intéressant ce qu'ils proposent. Ouais, c'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que les GAFA vont réussir à s'approprier les sujets blockchain? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu en ayant des trucs, en évitant de créer leur propre blockchain à eux et en essayant de s'adapter au marché, c'est-à-dire faire un truc réellement multi-entreprise en fait. Ça va être centralisé. Hein. L'écosystème ouvert. De toute façon, Facebook, ils n'ont pas le choix d'accélérer. Ils ont renommé leur boîte Meta, donc ils n'ont pas le choix et ils y croient. Hein. Mais bon, ça va être centralisé, ça prend pas spécialement tout le mindset un peu de la décentralisation, etc. Voilà. Après, l'avantage, c'est qu'ils ont 2-3 milliards de personnes sur leur plateforme. Ça aidera à aborder beaucoup plus de gens. Si vous n'avez pas beaucoup... Vas-y, je te... Non, et juste par écho, ça va justement aussi... C'est pour ça que je disais que j'aimais bien, finalement, leur approche, c'est que par écho, ça va ramener beaucoup de monde aussi sur l'écosystème Web3 et en fait... ou OpenSea, ou tous les autres... Le concept de propriété digitale, les gens vont finir par comprendre c'est via Meta, justement, via ce boîte-là, que les gens vont arrêter de demander « Mais attends, je comprends pas, c'est un JPEG, je peux copier-coller. » Voilà. Si vous n'avez pas de temps, allez voir, on va mettre le lien dans la description, mais il y a une vidéo sympa du big boss d'Instagram sur Twitter, que j'avais vu, qui était publiée il y a 2 mois, en début mai, donc c'était au début, je pense, aux annonces dont tu faisais référence. Ouais. Je trouve que c'est bien de voir la vidéo avec les mots qu'emploie directement le directeur d'Instagram parce que je trouve qu'il est très lucide de l'image d'Instagram par rapport au monde du Web3, qu'il est très conscient que c'est la boîte à démolir pour beaucoup de gens. Et il a un discours qui est très humble, très en mode voilà, nous ça nous intéresse, on veut quand même voir ce qui se passe et on va explorer le truc. Voilà. Faut voir cette vidéo parce que je trouve que c'est bien de voir directement de la bouche du boss d'Instagram leur point de vue là-dessus et pourquoi ils y vont, quoi. C'est une vidéo de 2 minutes. Voilà. On enchaîne sur Artefact. Ouais, Artefact. Donc ça se passe aujourd'hui. Donc nous, on recorde aujourd'hui le 4 juillet. Donc au moment où on va publier, ce sera déjà, à mon avis, révélé sur les réseaux. Mais du coup, la fameuse collection des clones X qui existe depuis un moment, où il y en a 20 000, qui existe depuis décembre. Il y a Artefact qui s'apprête à dropper les fichiers 3D des Clonex. J'imagine que ce sera en vue d'avoir peut-être un nouvel NFT avec le clone complet du coup de la tête aux pieds en 3D que tu pourras utiliser sur n'importe quel outil. Leurs propres espaces entre guillemets métaverse, les lootpods et spacepods, mais aussi peut-être dans n'importe quel autre univers. Je sais que le 16 juillet, je crois qu'il y a les premières démos de Otherside qui vont tomber. Ouais. Donc qui sait, peut-être que tu pourras jouer dans Otherside avec ton Clonex. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord là-dessus pour dropper ça en même temps ou pas? Ça, c'est intéressant ça. Question mark. Mais en tout cas, c'est une grosse évolution de l'écosystème Artefact qui s'apprête à être mis au jour aujourd'hui. À suivre. Trop cool. Donc, il y aura de l'interopérabilité, du coup. On sait rien. On sait rien du tout. On ne sait rien. Comme tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un truc révélé aujourd'hui qui concerne les clones et un fichier 3D. Ok, donc on en saura plus prochain épisode. Je pense qu'on va suivre. Ouais, prochain épisode, on en reparlera pour sûr. Ouais. On le prendra en fil rouge. Top. Ouais. On arrive aux dernière section du podcast, les Flash News. Cool. Sauf si tu as d'autres choses à dire. Non, on enchaîne. Vas-y, c'est parti. Je suis bien. Flash News. Moi, j'avais suivi ce truc-là. T'avais suivi? Vas-y. Je te rebondirai. En fait, du coup, on parlait des stars de n'importe quel domaine, mais il y a un domaine dont on n'avait pas encore parlé, c'est l'administration et les États. Et en fait, la Roumanie a annoncé qu'elle va commencer à explorer. Évidemment, c'est une pré-annonce. Mais en gros, ils vont explorer l'utilisation potentielle des NFT pour faciliter en fait la gestion de tous tes documents administratifs. Donc que ce soit ton permis de conduire, ta pièce d'identité, certificat de naissance, j'avais vu, permis de conduire. Certificat de naissance, tout ce qui concerne en fait, l'administration. Je crois, si j'ai compris, que l'idée c'est pas de tout stocker dans la blockchain, etc. L'idée c'est d'utiliser la blockchain et des NFT potentiellement pour faciliter tes démarches. Donc par exemple, quand tu veux renouveler ton permis,
l'idée ce serait de pouvoir aller dans un endroit, ou peut-être le faire en ligne évidemment, où en fait tout se passe via une transaction blockchain, etc., sécurisée, et tu renouvelles ton permis en 2 clics en ligne, quoi, en gros, sans avoir forcément... Et tout ça via... J'avais vu que c'était la plateforme Elrond, enfin c'était la blockchain Elrond qui veulent explorer. Ouais, c'est via Elrond qu'ils vont faire ça. L'autre use case, c'est de pouvoir débarquer quelque part et pour justifier de ton permis de conduire, par exemple, tu présentes juste un QR code qui justifie derrière du truc avec la blockchain. Donc évidemment tout ça, c'est pour dans longtemps, hein, c'est pas pour demain du tout. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont bosser avec Elrond pour explorer la manière avec laquelle ils pourraient utiliser les NFT et la blockchain pour faciliter les démarches administratives. Ça va être un beau use case pour nous, même parce que, enfin, même on essaye quand même d'avancer là-dedans. C'est vrai que l'administration chez nous, c'est compliqué. On va pas dire une catastrophe, mais c'est compliqué. Mais on va dire des pays plus, enfin, parce que j'ai en tête aussi l'Estonie qui accélère très vite. Et, bon, l'Estonie, c'est un pays quand même qui est hyper digitalisé. Et le ministre du digital était à la Vivatech en France pour parler justement de comment la blockchain allait révolutionner leur système. En ligne. Parce que les talks, je travaillais les jours, mais ouais, j'ai suivi quelques talks, dont un où il parlait justement, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'était le ministre du numérique en Estonie qui parlait justement de comment leur ambition avec la blockchain et tout la structure administrative qu'ils veulent complètement réformer, hein. Et en fait la Roumanie a mis un pied dedans aussi, donc je pense que ça va être un beau use case pour nous parce que c'est bien aussi que ces pays-là avancent dessus et comme ça ça nous donnera des idées pour améliorer certaines choses chez nous, quoi. Et sachant que Binance a un pied qui est très très bien posé chez nous, en tout cas ils ont leur bagage complètement en France, ça peut être aussi un bon catalyseur pour réformer cette partie-là. Mais bon, très beau use case Roumanie. Ouais, c'est ouf. J'ai été impressionné pour les élections législatives de recevoir dans ma boîte aux lettres par papier tous les prospectus de chaque candidat. On en est encore là. On est encore là et puis surtout, ça pollue forcément beaucoup, quoi, autant de papier. Si chaque Français, on est quand même 70 millions, il y a peut-être 40 millions de votants potentiellement, je sais pas combien il y a de gens inscrits sur les listes électorales, mais tu comptes le nombre de papiers qui ont été imprimés, l'encre. C'est sur le long terme. Quoi. Sur le long terme, c'est sûr que c'est pas viable. Non, c'est pas normal. On enchaîne sur la suite. Moi, j'ai Puma. Puma qui se lance dans le NFT et dans le Metaverse. En fait, ils vont sortir une collection. Ils ont très peu d'infos dessus. On a juste vu que Puma, ils avaient changé leur nom Twitter sur Twitter. Ils avaient mis puma.eth. Pour annoncer, pour en tout cas teaser un peu leur entrée sur le monde du Web3. Donc après Adidas, après Nike, Lacoste récemment, Puma se lance aussi. Donc en fait ils ont un partenariat avec 10 KTF. En fait c'est une marketplace NFT. Je connaissais pas trop, mais j'ai regardé un peu. Si, moi je vois. Et donc ils veulent faire aussi Wagmi-san, le gars. Ah bah voilà, c'est eux, c'est lui. Et en fait, ils vont faire une chaussure, un peu comme Artefact et Artefact et Nike, une chaussure pour le métaverse. Et je crois qu'ils veulent faire pareil, une chaussure bridgée offline-online, pour mettre un pied concrètement dans le monde. C'est Kering. Puma, ça appartient à Kering et Gucci aussi. Et Gucci avait fait un truc avec 10 KTF. 10 KTF aussi, donc ça vient du même groupe. Donc j'imagine que la chaussure derrière, tu pourras la faire vêtir par ton NFT si tu le souhaites. Ouais, en fait, le monde du luxe, concrètement, on le voit. Le monde, luxe et pas luxe, même de la mode, concrètement, ils commencent à rentrer clairement dedans. Et puis c'est des beaux use cases pour eux aussi. Donc bon. Et même aussi, pour ça, c'est intéressant. Et aussi pour les... On parlait hier avec des potes de les montres de luxe, les sacs de luxe que tu peux pas trouver en magasin, notamment des Rolex, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Ou des fringues suprêmes, etc., qui se vendent en ligne, en fait, où tu as plein de bots qui viennent de les acheter à ta place.
peut-être qu'un jour les NFT pourront être adoptés par ces collections-là pour vendre leur collection limitée de manière complètement safe à des vrais acheteurs. Ça me fait penser à un truc, une petite parenthèse avant de prendre la dernière news. Tu connais StockX? Ça te dit quelque chose ou pas? StockX. Non, en fait, c'est une plateforme alors c'est une plateforme vraiment pour les vraiment les vrais addicts des sneakerheads en fait. Et en fait, c'est une plateforme c'est une marketplace de sneakerheads. Donc c'est là où les personnes qui veulent racheter du Yeezy, tu vois, des paires de chaussures hyper, voilà, exactement. Okay. Et donc c'est une énorme marketplace avec il y a des cours justement sur les produits qui sont vendus, les montres, etc., etc. Donc on voit vraiment les tendances de chacun des marchés en fait sur lesquels on veut potentiellement investir. Donc dans les cours de basket, Yeezy, les cours de Supreme, etc., etc. Et en fait ils ont annoncé qu'ils allaient intégrer le NFT dans le back-end. Je crois qu'ils l'ont fait assez tôt, en janvier, je crois, dernier. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on va... Moi, si j'achète une paire de... Enfin, moi, parce que souvent, les Yeezy, je prends ça comme exemple parce que c'est des raffles. On s'inscrit, on veut la paire, on s'inscrit dessus. Et Adidas, ils font une raffle. T'es sélectionné, ils te l'envoient. T'es pas sélectionné, next. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent, souvent, qui s'inscrivent. Et il y a très peu de gagnants. Et souvent, il y en a pas mal qui raffolent pour revendre sur StockX, justement, qui est la marketplace un peu privilégiée pour ce genre de... Donc, ils vont pas aller sur eBay, ils vont pas aller sur Le Bon Coin, ils vont sur StockX, parce que c'est un peu une plateforme de confiance pour ce genre de... Parce que, tu vois, les personnes qui veulent acheter du Yeezy, ils savent que sur StockX, il y a un contrôle de qualité, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent intégrer... Bon, ils ont intégré... Donc, moi, j'ai ma paire de Yeezy. Si je la mets en vente sur StockX, il y a un NFT qui sera créé en back-end, qui sera réattribué qui sera transféré à l'acheteur comme gage un peu de... En fait, c'est un certificat d'authenticité, quoi. Ouais. Backé par l'objet physique. Exactement. On en avait parlé pour les bouteilles de vin, je me souviens. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ils le font pour la mode sur la vente. En fait, c'est de la vente en seconde main, mais de produits qui valent assez cher, parce qu'il y a des produits qui valent 1000, 2000, 3000, 5000 euros, tu vois, des chaussures à ce prix-là. Donc, c'est des collectionneurs qui achètent. Bien sûr. Bien sûr. Trop cool. Et dernière news. Waouh. Ouais, ça va vite. Une dernière, mais c'est Adidas. Hein. Adidas avec Wagmi. Wagmi United, c'est une boîte Web3. En fait, ils ont acheté un club de foot Web3. Pardon. Alors, Adidas et exactement. Adidas et Wagmi. Donc, ils ont fait un partenariat. Donc, Wagmi, ils avaient déjà acheté. Ils ont annoncé, je crois, il y a plusieurs mois qu'ils allaient acheter un club de foot de Ligue 2 qui s'appelle Crawley Town au UK. Et en fait, Adidas est équipementier pour ce club, en fait. Donc, très simple pour eux de faire un partenariat parce qu'ils ont déjà un pied dans le Web3. Là, ils se sont dit, voilà, on a une boîte qui a racheté, en tout cas, une entreprise Web3 qui achète un club de foot. Et donc, du coup, Adidas va se mettre en partenariat pour kickstarter un peu le projet. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent faire une collection NFT en partenariat avec Adidas, forcément. Le drop est prévu dans 2 jours, le 6 juillet. Et en fait, le NFT va permettre aux fans de participer. En fait, ça va donner une voix aux fans sur les décisions du club. En fait, ça va être un mini DAO, en fait. Exactement. Ils font une DAO. Exactement. Pour un club de foot. Exactement. C'est cool, ça. Et derrière le projet, c'est backé. Il y a une trentaine de personnes, dont Gary Vee, G-Money, des VC, il y a Pragmatico aussi, enfin des influenceurs, des thought leaders, tu vois, du milieu, etc. Ça, parce qu'il y a Adidas. Et Adidas, forcément. Moi, j'aime bien je t'avoue, j'aime bien ce que fait Adidas. Ouais. Bah, tu regarderas, je la suis sur LinkedIn, je sais plus comment, Erika s'appelle. Erika, la directrice digitale, transformation, etc. Elle poste beaucoup sur... Elle a un board ape. Mais je suis leur Discord et il n'y a pas si longtemps, ils ont posté un truc vachement cool où ils font beaucoup de talk. On sait, un peu comme le mec d'Instagram tout à l'heure en fait. On sait, on est la grosse boîte Web 2, on est ringard, on sait, on est au courant. Juste, on explore ce truc-là, ça nous intéresse. On va beaucoup moins vite que plein de boîtes spécialisées parce qu'on est une grosse boîte et qu'en tant que grosse boîte, forcément, un paquebot, c'est beaucoup plus dur à manœuvrer. Maintenant, on est déter de ouf, ça nous intéresse de ouf. On est une team de jeunes à l'intérieur de la boîte, ça nous intéresse trop d'explorer ce truc-là. On a envie de build vénère et vous inquiétez pas, il y a plein de trucs qui vont arriver, mais ce sera dans les années à venir, mais n'attendez pas des trucs tous les jours, quoi. Et donc je trouvais que c'était un discours hyper cool, et les boîtes Web 2 qui se mettent au Web 3 de la bonne manière, comme par exemple Adidas, je trouve,
vont réussir à faire des trucs cool, quoi. De toute façon, s'ils embordent des mecs comme Gary Vee ou Jimonet, c'est déjà à moitié gagné. Ça va vite, ouais. En fait, c'est des personnes qui vont véhiculer l'image, tu vas derrière. Ouais, ils font la promo auprès des OG. Ouais. Voilà pour les flash news. Je sais pas si on a d'autres choses. Non, je pense qu'on a tout. On a déjà parlé de tellement de trucs. Ouais, il y a trop de news cette semaine. En fait, on est en bear market. Les volumes sont en train de stabiliser, mais derrière, tu vois que les vrais OG ils sont en train de construire derrière. Quoi. Voilà. Le prochain bull market, s'il arrive, va être terrible. Ouais. Dans le bon sens. Top. C'était trop cool de parler avec toi, Devac. C'était chouette comme d'hab. Et puis on se voit en fin de semaine pour la suite des événements. Pour la suite. Merci à tous.